Tous les vendredis, la Grande Table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession. 4 ou 5 objets de culture de part et d'autre du journal. On parle avec enthousiasme et dans la belle contradiction de livres, de disques, de films, de séries. Bref, tout ce qu'on trouve en ce moment de beaux divertissements. Et on en trouve. La critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, Total Music. Un enragé du rap, un bidouilleur électro, un chef inspiré, un virus qui danse et même la salsa du démon. Tout à l'heure, on parlera musique classique avec de l'opéra, du cabaret et un petit disque étrange. Mais tout de suite, je suis en compagnie de Charles Ardenne, musicologue et journaliste pour Olyryx, et d'Olivier Lam, journaliste et critique à Libération, pour parler de musique dites actuelles. Dans quelques instants, on parlera du nouveau projet de Nicolas Repac. Mais tout de suite, direction Atlanta avec Playboi Carti. Spent 100K on my son, I bought my sister a Jeep. Can't fuck with these hood hoes no more, they don't give a fuck about me. All black 2-3, LeBron with the heat. I was just in Miami in the Rolls Royce geek. Little time, got an FN in the backseat. Red flag, bitch, better make peace. I'm in this bitch with my killers. Whole lot of motherfucking niggas. We got no motherfucking choppers. I pick you up, nigga, I get you. I said I don't fuck with these niggas. We see them punch on them niggas. We up in the skull on these niggas. Go at the back door on that nigga. 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 Go back. You still posted with my butt. Yeah, my slick. Bino, he go crazy. You know that. All out of best in this bitch. All out of catching this bitch. Hop on no motherfucking plane. I just pop me and G6. You know that I love to stay hot. My shawty just said that she buy. She carry that shit, she gon' ride. I fucked her and told her she mine. I'm really not with telling lies. I really don't hang around guys. Street treating like a guy. My bitch treating like a guy. Got a main and a side. Fuck pay my ride with a five. Blow out the brain on the ride. Blow out the brain on the ride. I'm riding around town with a ratchet bitch. She said, Cardi, you back on your ratchet shit. I ride diamonds dependent from Elliot. Show me something that Cardi not better than. If a nigga keep talking, we running in. Get a nigga kicked out like I'm playing in. On the block rolling dice and I'm going in. Spent 100K on my son, I bought my sister a Jeep. Can't fuck with these hood hoes no more, they don't give a fuck about me. All black 2-3, LeBron with the heat. I was just in Miami in the Rolls Royce geek. Little time, got an FN in the backseat. Red flag, bitch, better make peace. I'm in this bitch with my killers. Whole lot of motherfucking niggas. We got no motherfucking choppers. I pick you up, nigga, I get you. I said I don't fuck with these niggas. We see them punch on them niggas. We up in the skull on these niggas. Go at the back door on that nigga. 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 Go back. And I'm still posted with my butt. Yeah, my slick. Bino, he go crazy. You know that. Oui, c'est sec. Playboi Carti est né en 1996 à Atlanta. Depuis son apparition dans le milieu dans les années 2010, tous ses gestes sont guettés. Et ce nouvel album, Whole Lot of Red, beaucoup de rouge, était très attendu. À la mesure de cette attente, il est très long, très fourni, très compliqué, très plein. Le titre qu'on vient d'entendre s'appelle Beno. C'est probablement un des moins bizarres et un des plus faciles à écouter. C'est une manière de vous faire entrer en douceur dans la musique d'un artiste qu'elle ne caractérise pas vraiment. La douceur, bien au contraire. Playboi Carti, c'est plutôt un méchant. Olivier Lam. Oui, alors je suis désolé, j'ai pas entendu tout ce que vous venez de dire, Lucille, parce que la connexion est pas très bonne. Bon, ouais, alors allez-y. je vais quand même prendre la parole sur le disque, si vous êtes d'accord. Non, c'est un disque qui pose... Ah, Olivier Lam. On l'a perdu, petit problème de connexion. Avec le contexte, on a des critiques qui ne sont pas toujours en studio, mais Charles Ardenne va nous dire ce qu'il pense de cet album de Playboi Carti.
Plein de choses. Pour rebondir avec ce que vous avez dit très justement, en effet, c'est un jeune génie, mais qui déjà avait, comme on dit, une hype monstrueuse. Une hype, ça veut dire une attente pour notamment ce deuxième album studio, après Die Lit, qui est sorti il y a 2 ans, qui était fantastique, une claque, alors qu'on connaissait déjà Playboi Carti par ses mixtapes, qui lui avaient déjà permis de signer avec A$AP Mob. Enfin bon, c'est vraiment, on va dire, l'aristocratie du rap US, du hip-hop US. Et du coup, cet album, en effet, vous le disiez, il a énormément d'énergie, de force, de violence. Vous disiez aussi très justement que là, vous avez choisi une bonne piste pour commencer. Ça aurait été pas mal que ce soit la piste 1, parce que la piste 1, en l'état, même si elle est fascinante, Rockstar Made, elle s'appelle. Donc déjà, rien que le titre est génial, parce que c'est une manière pour ce rappeur de dire que lui, il se considère comme une rockstar. Et donc, il y a tout un enjeu aussi, même socio-politique, on pourrait dire, des rappeurs qui réutilisent l'image du rock. Playboi Carti, il s'inspire, clairement, il le dit, de Marilyn Manson. Enfin, on imagine toute la richesse que ça peut faire. L'esthétique aussi sur la pochette, la manière de se présenter, c'est un homme qui est assez décharné, qui se montre beaucoup torse nu, qui a les cheveux longs, un visage extrêmement émacié, qui joue beaucoup en effet sur les codes du hard rock. Je vous redonne la parole, Charles Ardenne. Et c'est très important cet univers visuel parce qu'il va avec la musique. La pochette du disque, c'est très noir, on dirait Blackula, vous savez, les films de Blaxploitation avec Dracula. Il y a beaucoup de rouge, il y a un symbole de l'antéchrist. Peut-être qu'on en reparlera pour la collaboration avec Kanye West, c'est très intéressant du coup dès la deuxième piste. Mais donc tous les visuels vont avec, ces clips sont très intéressants, notamment le clip là qu'il a fait Métamorphosis pour ce deuxième album. Et toute cette violence, il la met au service de l'intensité de ce nouveau projet. Mais le début de l'album, en fait, c'est ultra répétitif, c'est que des hooks répétés ad nauseam. Enfin, on se demande d'où ça vient, comme si cette violence, il n'arrivait pas du tout à en faire quelque chose de développé, au moins sur le début de l'album, je trouve. Olivier Lam, on vous a retrouvé. Je suis absolument certaine en plus que vous avez beaucoup de choses à dire sur cet album de Playboi Carti. Effectivement, je vais rebondir sur l'idée de ce côté un peu repoussant du début du disque, qu'on peut appliquer au disque en entier. Revenir sur l'idée du rap, de la musique populaire la plus vivace. On sait que c'est un mélange d'inventions profondes qui ont l'air de tout changer un peu du jour au lendemain et de variations autour d'un thème. Et quand une idée est bonne et importante, elle est souvent le point de départ d'une infinité de variations et d'extrapolations qui finissent par arriver à ce qui peut sonner, quand on n'a pas suivi toute la chaîne qui a précédé, à des sortes d'aberrations. Et ce disque-là, je trouve, en est une passionnante. Elle nous pose même la question un peu comment on en est arrivé là, si j'ose dire. Et on a l'impression que la question là, Playboi Carti se la pose lui-même. Il suffit de regarder le clip dont vient de parler Charles, Métamorphosis. On a l'impression qu'il est lui-même dépassé par son rap et par les étranges formes qu'il a fini par prendre. Il faut savoir que c'est certes un rappeur qui est vraiment complètement à des lieux du rappeur marketable, on va dire télégénique ou youtubogénique comme on pourrait dire maintenant, qui s'est fait connaître avec des images. C'est vraiment un élément perturbateur du rap américain depuis quelques années, mais c'était aussi un rappeur excellent, vraiment au flow assez athlétique, nerveux, sur les talons un peu, qui va toujours un peu trop vite, mais qui est quand même extrêmement funky, si je peux dire, aussi qui est devenu un peu culte grâce à sa collaboration avec le producteur Pierre Bourne, ces deux-là, ils ont vraiment une collaboration qui est esthétique et passionnante, et dont le disque précédent, qui s'appelait Die Lit, est vraiment un classique du rap récent. Et là, il s'est complètement réinventé. Il est hurleur, rauque, essoufflé. On sait qu'il est asthmatique d'ailleurs. Il est répétitif, il est nasal, mais on a l'impression qu'il a le nez rempli d'eau. Et en plus, il rappe sur des instrumentaux complètement saturés, quasiment, qui sont vraiment à rebours de quelque chose qui aurait à voir avec une quelconque efficacité. Et on se demande vraiment ce qu'il cherche. Mais en tout cas, il cherche quelque chose, et on se demande comment il a fini par rameuter Kanye West ou Future, qui sont des vraies stars, dans cette galère, mais une galère, moi, que je trouve vraiment formidable, parce qu'elle est inattendue. Et on sait que le rap récent, franchement, pour prendre l'année 2020 qui vient de se terminer, on est vraiment à un moment un petit peu un tournant, puisque le rap a été vraiment ennuyeux, voire médiocre en 2020. Et là, on a l'impression que il se fait violence pour devenir une sorte de
presque d'alien même de sa propre condition de rappeur. Et moi j'ai envie de quasiment plutôt que de le rapprocher de rocker ou de gens du métal, j'ai envie de le rapprocher de Sun Ra en fait. Voilà, des artistes noirs qui plutôt que se laisser envahir par une sorte de surconscience de leurs conditions, en font une métaphore et deviennent des extraterrestres. Oui, il y a vraiment un côté totalement extraterrestre dans ce disque, y compris vis-à-vis de sa propre carrière. Donc c'est pas facile, mais quand on rentre dedans, c'est quand même un disque avec des rouages. C'est un disque extrêmement mental, presque fou dans la manière dont il perd les pédales en permanence. Mais moi que je trouve vraiment passionnant, même si, faut le dire, assez repoussant et éreintant. Oui, on parlait dans une précédente critique, c'était le 1er janvier dernier, du nouvel album de Kid Cudi, donc il suit de quelques jours, qui est un autre rappeur qui n'est pas beaucoup plus vieux, mais qui est en fait beaucoup plus ancien, et c'est là qu'on voit le rythme en effet du renouvellement et des révolutions dans le rap US, c'est-à-dire que l'album de Kid Cudi paraît déjà très très vieux, et comparé à cet album-là, c'est encore plus manifeste. C'est un peu vertigineux, je trouve, cette temporalité maintenant dans le rap Charles Ardenne. Oui, complètement, tout à fait d'accord avec Olivier. Là, il y a clairement tous ces enjeux. Il y a aussi des enjeux symboliques, oui, de cette année 2020. Il a sorti l'album comme un cadeau de Noël le 25 décembre. Je trouve que c'est une sortie un peu anticipée sur certaines pistes qui sont très répétitives quand même. Hein. On va pas revenir. Et puis l'album est très long. Hein, l'album est très long. Vraiment très long. Il y a clairement pas de la matière. Ouais, il y a clairement pas forcément de la matière pour 24 pistes et plus d'1 heure de projet. Même si, et donc là, ça rejoint tout à fait les paradoxes que pointait Olivier, il a une telle célébrité maintenant, il a tellement de choses à dire, il est tellement créatif qu'il peut s'entourer, comme pour cet album, de 18 producteurs. 18 producteurs pour 24 pistes. Alors, on sent que c'est beaucoup trop. C'est aussi un problème, et c'est ça qui engendre la répétitivité, parce que chaque producteur veut placer un peu sa signature, son hook. Certains, ils mettent même des jingles. Il y a des côtés de jingle dans certaines de ces pistes, mais en même temps, ça fait un univers absolument foisonnant. Et en effet, c'est une étape très importante dans l'histoire contemporaine du hip-hop, ne serait-ce que par les 3 featuring qui sont symboliques. Donc, vous l'avez dit, Kid Cudi, il est en feat sur Metamorphosis, la 6. La deuxième, c'est un feat avec Kanye West, même si, franchement, on a l'impression que c'est plus une piste de Kanye West où on l'entend beaucoup. Voilà, où Playboy a été invité juste à la fin, voilà, symboliquement, mais bon. Et puis, il y a ce feat avec Future sur la piste 10. Et donc, c'est aussi symboliquement un passage de relais pour la trap, pour le Dirty South, pour la musique hip-hop d'Atlanta. Un passage de relais entre tout ce qui est Migos Future vers Playboi Carti. C'est fascinant. On écoute un autre extrait, celle de la piste qui s'appelle Contrôle. C'est vous, Olivier, l'âme, qui avez choisi ça. Je me défausse totalement auprès des auditeurs parce que pour le coup, elle est moins facile à entendre. I'm not a stalker, but baby I always watch you. I only want the best for you. I cure your love like a doctor. Tell me what you want me to do. Tell me what you want me to do. I can wear a business suit and be proper, or I can put 100 niggas on and buy them choppers. See round my parts of town, that's how we get down. I'm from Fort Canada, bitch, that's no cap now. I went to school with some robbers and some killers, and half of them niggas dead or in jail, but fuck it, they my niggas. Basically, what I'm saying is I can't change, but for you I would do things, and maybe one day I get on my knees and give you a diamond ring. Ça, c'est la déclaration de l'art, de la répétition, de la saturation surtout, et puis d'une voix qui est complètement dégenrée, qu'on ne situe plus dans le genre, qui n'est même pas vraiment humaine. Olivier Lam.
Oui, j'avais choisi ce morceau aussi parce qu'il y a presque une déclaration d'intention, puisqu'il parle du fait de perdre le contrôle en permanence, et puis il hésite en fait. Alors il parle évidemment d'une relation amoureuse, mais il hésite entre rester dans les clous ou complètement sortir de la route, et il finit par dire je veux sortir de la route. Donc il y a quand même quelque chose une sorte de profession de foi, et je voulais juste revenir sur ce que disait Charles par rapport au passage de relais. C'est vrai qu'on est peut-être quand même là au bout d'une route, on va dire une route secondaire qui arriverait à un cul-de-sac, parce qu'on se demande comment Playboi Carti va continuer à avancer sans faire marche arrière vers une nouvelle normalité, parce que contrairement à d'autres rappeurs comme Young Thug par exemple, qui est un des, on va dire en termes d'invention, reste un peu un petit maître actuellement dans la sphère de la trappe, Playboi Carti il allait trop loin dans une sorte d'étrangeté, effectivement, de genre, de genre musical, et puis effectivement de genre tout court, et on se pose vraiment la question de comment il va pouvoir continuer à déconstruire ce flow complètement dingue, à la fois chantant et complètement dégondé, marmonné, presque, voilà, quasiment à la limite d'une stérilité. Moi, c'est ça que je trouve fascinant. Charles Ardern, un dernier mot sur Playboi Carti. Tout à fait. Cet album, en ça, c'est une question. C'est cette question-là qu'il pose, et c'est aussi une belle réponse, parce que, voilà, malgré tous les petits défauts qu'il peut y avoir, il n'a pas fait Die 2, il n'a pas fait la suite ou dans la continuité de son album précédent. Il est encore créatif, recréatif, récréatif. Et peut-être juste pour revenir sur sa voix, sur les caractéristiques vocales, c'est fascinant, parce que là aussi, c'est des choses qu'on a déjà entendues, mais qu'il arrive à réinventer. C'est la voix fond de gorge, c'est la voix, on peut appeler ça la voix purple, parce que il y a cette habitude de ces rappeurs de prendre une certaine boisson, on va pas donner la recette, avec de certaines substances, qui fait aussi un timbre vocal fond de gorge assez particulier, sauf que lui, il est extrêmement agile avec, il a une signature vocale incroyable, unique, comme son style. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est assez curieux. On a hâte de voir ce qui va devenir Playboi Carti. En attendant, Whole Lotta Red apparu chez Interscope. France Culture. La critique. Lucille Como. Tout autre chose, Nicolas Repac est un artiste qui touche à tout, guitariste passionné d'électronique et d'informatique. Il a travaillé avec de nombreux artistes, parmi lesquels Arthur H, Alain Bachung ou Mamani Keïta. Et il publie lui-même des albums, dont est Rhapsodique, qui paraît aujourd'hui. Comme son nom l'indique, c'est un disque fait de briques et de brocs, de documents sonores variés, beaucoup issus des archives de l'ethnomusicologue Charles Duvel, retravaillés au prisme de la musique électro. On écoute tout de suite Electro Sapiens.
Nicolas Repac, un extrait de son album Rhapsodique, un disque varié, éclectisme revendiqué par l'artiste qui a utilisé des percussions béninoises, des violons sahariens, de la kora malienne, des chants d'à peu près partout. Alors là, j'ai adopté le réflexe inverse. Je vous ai passé une des pistes qui est peut-être une des plus complexes du disque, qui parfois est plus musique du monde, plus attendue. Charles Ardenne a un premier avis sur ce disque de Nicolas Repac. Vraiment, vraiment fascinant. Vous parliez déjà du titre, rhapsodique. On retrouve ça dans la démarche, dans l'idée un peu antique du rhapsode, qui était celui qui récite, qui déclame les œuvres des autres, mais qui fait œuvre avec. Alors, je fais très attention aux termes et au vocabulaire que je vais employer pour parler de ce disque, et de ce projet et de cette démarche surtout, parce qu'elle mérite vraiment beaucoup de précision. Ce qui est intéressant, justement, je trouve, c'est qu'il s'inspire de ses œuvres et en fait, il veut jouer avec, comme s'il voulait se plonger à la fois dans tous ces univers, dans tous ces lieux, dans toutes ces époques, et participer lui aussi, apporter ses esprits, sa tradition. Et en un mot, ce qui est fantastique, je trouve, c'est qu'il arrive à comme ça mêler, marier des univers qui viennent de différentes traditions, de différents lieux, de différents esprits aussi, que ce soit certains chants même religieux, et puis même il met des fois des petites citations de chants grégoriens, d'opéra, et tout arrive à se fondre, à se marier, en gardant son identité et avec le travail de Nicolas Repac qui s'appuie sur sa maîtrise jazz électro notamment. Olivier Lam. Oui, bon, je suis un peu moins fasciné. Ça m'étonne pas tellement. Non, c'est un disque qui met vraiment dans un état étrange pour rester poli. On a un cas, je trouve, assez rare d'addition, d'empilement, dont le résultat est absolument inférieur à la somme de ses parties. Que tout se dévitalise dans un bol de soupe très fade. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression. Il y a des précédents. Il y a évidemment le fameux album de Moby, Play, qui est un immense succès de la musique électronique, qui est un peu aussi le point Godwin de la musique électronique, à la fois pour la manière dont il a, avec son succès, délayé, on va dire, le propos, les idéaux de la musique électronique occidentale. On parle de musique électronique populiste à son égard, notamment, et à sa manière d'exploiter, dans tous les sens du terme, un matériau combien délicat, politiquement, dans le cadre de l'Amérique post-esclavagiste et ségrégationniste, d'enregistrement de blues effectués par Alan Lomax autour du delta des Mississippi dans les années 20. Voilà, on va arriver un peu vers l'inévitable concept d'appropriation culturelle. J'ai pas très envie de franchir le pas pour Nicolas Repac, mais il faut quand même rappeler que sa définition ne concerne qu'indirectement les intentions de l'artiste. Voilà, on parle d'exploitation de création artistique, notamment de minorités culturelles dans le cadre d'un pays ou du monde, gorgé d'un impensé, on va dire postcolonialiste, qui autorise l'artiste issu d'un groupe dominant entre guillemets pour son propre intérêt artistique et commercial. C'est évidemment une notion qui est incomplète, qui est à double tranchant, puisqu'elle semble remettre en cause la liberté de créer des artistes, qui devraient évidemment être les derniers à s'en soucier, mais qui a aussi le mérite, je pense, de mettre en lumière, on va dire, l'inégalité très profondément ancrée dans l'industrie musicale occidentale depuis qu'elle existe, et que voilà, l'éveil est moins utilisé comme une arme que je trouve comme un levier pour une nouvelle génération d'artistes, on va dire, repolitisés. Bref, c'est un sujet qui va devenir de plus en plus central dans le monde artistique à venir, et on peut pas, je trouve, ne pas l'avoir en tête quand on écoute ce disque. Je précise aussi que j'ai absolument rien contre le sampling. Donc le sampling, cette manière d'utiliser des musiques pour en faire autre chose, tout simplement. Voilà, en fait, mon problème principalement avec ce disque... C'est l'origine des documents, en fait. En fait, c'est pas tant l'origine, même si évidemment c'est, on va dire, typiquement dans le sujet de l'appropriation culturelle, on ne peut pas ne pas y penser, mais je trouve que dans la musique de Nicolas Repac, en tout cas dans ce disque, on ne saisit jamais si la finalité c'est le point de départ, le sample, ou le point d'arrivée, si c'est le sample de départ ou ce qu'on en fait. Et moi, je trouve que la musique de Nicolas Repac est très floue. Il y a des moments de kitsch absolument ahurissants dans ce disque, et on ne sait pas s'ils sont faits exprès ou pas, s'ils sont ironiques, s'il a saisi toute la complexité justement de s'approprier un matériau d'une musique enregistrée il y a des décennies dans des endroits appauvris, notamment par une exploitation politique, mais
peut pas se poser la question. Olivier, il faut quand même je se vous rappeler coupe. que voilà, la Seconde mondiale, qui est ce grand monde des débuts des années 80, elle était faite pour sonner chez nous, chez les Occidentaux qui voulaient s'encanailler. Et je trouve que là, la question, elle est, on peut pas. J'ai pas envie de faire de cet objet. C'est vraiment pas sympa de faire de cet objet un objet de débat central autour de ce sujet. Mais je trouve que il y a une espèce de naïveté dans ces compositions, moi qui me trouble vraiment. Je suis obligé de le dire. Oui, non, mais bon, je pense qu'on se pose la question. Charles Ardenne, comment vous contournez ça, vous qui aimez le disque, en très peu de temps? En très peu de temps, j'ai combien d'heures pour répondre? Vous avez quelques secondes, c'est compliqué, je vous plains. Bien sûr, je suis diamétralement opposé, mais vraiment avec tout ce que dit Olivier là, mais avec beaucoup de respect pour ce qu'il dit et d'intérêt, parce que évidemment, moi je me suis posé exactement les mêmes questions et j'en viens aux conclusions complètement opposées. Donc c'est bien, on est dans la critique et puis il y a de la dispute, n'est-ce pas? C'est l'intérêt de l'exercice. Moi je trouve que justement et au contraire, et tout en se posant ces questions-là, bien entendu, la question de l'appropriation, c'est une des premières choses que j'ai dites même et que j'ai questionné. Moi je trouve qu'il fait l'inverse de l'appropriation, il est dans l'inspiration et donc il respecte tellement ses musiques que je disais il a envie de jouer avec. Et en fait la réponse pour moi à cette question qu'il faut impérativement se poser, et Olivier a tout à fait raison, elle est fondamentale, on la trouve dans sa note d'intention que j'invite à lire, qui précise les choses avec un vocabulaire, je le disais, choisi et qui justifie sa démarche, et surtout dans la vérité de la musique où il fait vraiment se marier les traditions avec respect, il les prolonge avec son travail, il discute avec, il n'est pas du tout dans le colonialisme musical, je trouve que c'est même l'inverse. Rhapsodique de Nicolas Repac vient de paraître chez No Format et j'annonce qu'il sera l'invité, donc il pourra en parler, l'invité de Toufi Kakem, que ce sera sur ses antennes, ce sera le 28 janvier prochain dans le Réveil culturel. Merci beaucoup à vous, Olivier Lam, Charles Ardenne, je vous garde, puisqu'après le journal, nous parlerons de musique classique cette fois.